Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette dernière ligne droite des 3 jours d'assises européennes de la transition énergétique avec 2 tables rondes, 2 plénières cet après-midi. Et la première, c'est tout de suite maintenant sur le thème sobriété, équipements et matériaux. Il va falloir s'occuper de cette question dans la démarche de transition énergétique, un débat qui vous permettra de réagir et de poser vos questions grâce au petit chat qui est installé sous l'écran que vous êtes en train de regarder. Et vos questions, on aura, j'espère, le temps en fin de débat de pouvoir répondre à quelques-unes d'entre elles. Il sera animé ce débat par Thierry Salomon, qui est énergéticien et co-auteur du manifeste Négawatt. Bonjour Thierry. Bonjour. Je vous laisse introduire ce débat et nous présenter vos invités. Voilà, bonjour à tous. C'est un débat qui va être autour de la question de la sobriété, mais plutôt axé sur ce qui relève des équipements, des ressources dans la transition énergétique. Alors pour cela, nous avons 4 invités, 2 qui sont à distance, 3 pardon, qui sont à distance. Philippe Biwix, qui est directeur général adjoint d'une filiale de la SNCF, mais qui est aussi l'auteur de plusieurs livres, dont Quel futur pour les métaux, L'âge des low-tech, un livre assez connu qui a eu beaucoup de succès, et puis plus récemment, Le bonheur était pour demain, aux éditions du Seuil en 2019. Et puis nous aurons aussi également à distance Isabelle Levanier. Isabelle est directrice de la transition énergétique et écologique de Montpellier Agglomération. Et enfin, un élu, Sébastien Javogue, qui est vice-président du pôle métropolitain du Genevois français et en charge de la transition écologique et de la qualité de l'air. Et puis ici en studio, Emmanuel Rosier. Bonjour. Emmanuel qui est énergéticien et expert industrie, notamment au sein de l'Institut Négawatt, et qui est en train de travailler sur des scénarios sur les ressources et les matériaux. Il nous en parlera tout à l'heure. Alors pour commencer, avant les interventions de nos invités, un rappel, une sorte de mot rapide sur qu'est-ce que c'est que cette sobriété. On va le voir sur la diapo, la première des diapos qui va apparaître sur votre écran. L'idée est la suivante, est de dire par rapport à, dans un scénario, par rapport à un tendanciel que vous voyez ici sur une ligne rouge tout en haut, eh bien, on peut diminuer la consommation d'énergie au travers d'éléments de sobriété et d'efficacité. Et à ce moment-là, revenir, c'est la ligne qui est bleue, aux éléments de consommation physique et effective qui soient à la fois sur les énergies renouvelables et les énergies fossiles. Pour aller un petit peu plus loin, c'est intéressant de bien définir qu'est-ce que c'est que la sobriété et par rapport à l'efficacité. On les confond souvent toutes les deux, les uns sont pris sur les autres, on parle un peu souvent de sobriété alors qu'il s'agit d'efficacité. Essayons d'y voir un petit peu plus clair. En ce qui concerne la sobriété, on a 3 types de sobriété possibles. On a une sobriété qui est dimensionnelle. Le fait d'avoir des équipements qui soient au bon dimensionnement. Une voiture, par exemple, si elle est 2-3 fois plus lourde que ce qu'il faudrait, eh bien, on est sur l'inverse de la sobriété qui est l'ébriété. On a aussi une sobriété qui est une sobriété d'usage, le bon usage au bon moment. Pas de temps inutile, pas de niveau qui soit au-dessus de ce qu'il faudrait, etc. Et puis enfin, on a une sobriété qui est une sobriété qu'on peut appeler de mutualisation, c'est-à-dire lorsque, par exemple, on a du partage d'équipements, lorsqu'on va partager la même voiture en termes de covoiturage, etc. Et donc, ces 3 sobriétés de dimensionnement, d'usage et de mutualisation, finalement, sont
ce qu'on appelle un peu le comportement, mais vous voyez que ça va tout de suite plus loin parce que, notamment en termes de mutualisation, et on en parlera tout à l'heure, on peut avoir aussi des partages qui se créent dès la conception des projets. Ensuite, on a l'efficacité. L'efficacité, il y a 4 types d'efficacité qui vont venir compléter les éléments de sobriété. Une sobriété qui est au niveau de ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire dans la conception des équipements, que ce soit en amont, lors de leur fabrication, mais aussi, bien sûr, en aval, dans le recyclage, par exemple, ou le gaspillage qu'il peut y avoir si on ne traite pas justement ces éléments de fin de vie correctement. Et puis après, derrière, on a une sobriété qui est au niveau de ce qu'on appelle l'énergie utile, c'est-à-dire finalement la façon dont un objet réagit correctement vis-à-vis de l'environnement. Par exemple, lorsqu'on a un bâtiment, un local, eh bien, est-ce qu'il est correctement isolé ou pas? S'il est très bien isolé, ça va diminuer ses besoins. Et donc, à ce moment-là, on aura ici une plus forte efficacité au niveau de l'énergie dite utile. Et après, derrière, on a un autre type encore d'efficacité, c'est l'efficacité sur les équipements. Toujours, si on a un local, une maison, une habitation, on va avoir des équipements de chauffage. Est-ce que la chaudière aura un bon rendement? Est-ce que le moteur du véhicule aura un bon rendement? Ça, c'est finalement quelque chose qui relève de ce qu'on appelle l'énergie finale et qui est une efficacité finalement d'appareillage. Et puis enfin, la dernière efficacité, c'est celle qui est sur la chaîne énergétique que l'on peut avoir entre l'énergie finale, celle qui est délivrée à l'utilisateur, que ce soit au niveau du carburant qu'on met dans un réservoir de voiture ou alors sur le compteur de gaz ou d'électricité qui arrive chez soi. Eh bien, avant, il y a eu toute une série de chaînes énergétiques depuis la ressource primaire. Et là, on peut avoir des chaînes énergétiques qui soient très dégradées avec de faibles rendements. Et donc, vous voyez qu'on vient ainsi de caractériser ce qu'on appelle la demande en énergie et le passage, en quelque sorte, d'une vision de laisser-faire, de transition de non-transition, et à une possibilité de diminuer à la source par ces 7 moyens que je viens d'évoquer pour arriver à un niveau d'énergie physique qui va être derrière à produire et par l'ensemble des énergies renouvelables. Dans notre table ronde, on ne parlera aujourd'hui que de la partie sobriété, les 3 premiers points de sobriété que j'ai évoqués ici tout à l'heure, la sobriété dimensionnelle, d'usage et puis de mutualisation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 points-là, eh bien, on peut les les actionner en quelque sorte pratiquement avec un peu d'intelligence et très peu de ressources et de moyens financiers. Pour commencer à nous en parler, et je vais demander à Philippe Biwix, qui a beaucoup réfléchi sur ces questions, sur également la question de ce qu'on appelle les low-tech, d'intervenir pour nous caractériser un petit peu les différents points focaux, les points les plus importants qui sous-tendent notamment les ouvrages qu'il a pu écrire. Philippe. Est-ce qu'on a M. Biwix avec nous, oui, en visio? Encore quelques petits réglages techniques avant de le retrouver. Un petit réglage technique. Alors peut-être avant de récupérer... ça y est, on me dit qu'on peut retrouver M. Biwix. D'accord. Vous nous entendez bien, M. Biwix? Oui, je vous entends très bien. Bienvenue. On va vous répéter peut-être la question qui vous a été posée. Oui, la question... j'ai bien entendu. Donc, D'accord. Merci beaucoup Thierry et bonjour à toutes et à tous et merci Thierry de mettre la sobriété au milieu de la pièce et de consacrer
une partie de la session de cet après-midi à ce sujet extrêmement important parce qu'effectivement, la sobriété est indispensable. La sobriété, que ce soit en termes d'énergie, mais aussi en termes de consommation de matériaux. Alors tout simplement, l'énergie, si on s'amusait à faire 2% de croissance par an de consommation énergétique, on fait même un petit peu plus aujourd'hui au niveau mondial, et il faut savoir que dans 1500 ans, l'humanité aurait besoin de convoquer la puissance de l'étoile solaire, pas la puissance de ce que le Soleil irradie sur la Terre chaque année, mais de l'étoile solaire elle-même. Donc on peut imaginer qu'il nous faudrait des réacteurs à fusion nucléaire extrêmement gros, puisqu'ils seraient aussi gros que l'étoile elle-même. Donc évidemment, il y a un moment où cette sobriété devient indispensable. Alors, moi, il y a quelques points d'alerte sur la question de la transition énergétique. Aujourd'hui, effectivement, on a quand même eu plutôt tendance à privilégier la question de l'efficacité et de l'efficacité technologique en particulier. Et cette transition fondée sur l'efficacité technologique pose quand même un certain nombre de questions ou soulève un certain nombre de problèmes et de risques. Alors, il y en a au moins quatre. Le premier, c'est la question de la consommation de ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne dématérialise pas, hein. Il faut bien comprendre. Alors, je pense qu'à Dunkerque, on le sait, puisque c'est un grand port français avec des vrais flux physiques et une activité industrielle tout à fait intense. Mais aujourd'hui, on a une intensité matière, que ce soit métallique, minéraux, etc., qui augmente plus vite enfin, qui augmente, c'est-à-dire qu'en fait, l'extraction augmente plus vite que le PIB. Et alors c'est vrai au niveau mondial, mais c'est aussi vrai dans un pays comme la France, même si on s'en rend pas forcément compte dans la consommation directe, mais en fait on importe, à travers le bilan des imports-exports, on importe des choses. Et donc voilà, on est dans cette logique où dans les 25 à 30 ans, on va extraire pour chacun des métaux plus que pendant toute l'histoire de l'humanité, hein. C'est quand même aujourd'hui la courbe dans laquelle on est. Et d'ailleurs, on ne connaît pas bien finalement ce que seront les conséquences environnementales de cette extraction massive et de ces rejets massifs in fine dans l'environnement, hein, puisque ça termine au bout d'un certain nombre de cycles dans l'environnement. Alors, ces besoins en matières premières, il se trouve par ailleurs que la transition technologique implique que ces besoins s'accroissent, en particulier sur des métaux plus rares ou sur des métaux qui sont plus concentrés dans un certain nombre de pays en termes de ressources ou en termes de production, ce qui peut aussi convoquer des questions de géopolitique, de sourcing, d'approvisionnement. Alors on pense évidemment par exemple au lithium ou au cobalt ou au nickel dans un certain nombre de batteries lithium-ion, sur la question de l'électrification des voitures, mais il peut y avoir des questions de néodyme sur certains types d'éoliennes, etc. Et puis tous les métaux de l'électronique qui sont très nombreux et qui, eux, vont irriguer peut-être la Smart City, l'Internet des objets, le monde 5G et même peut-être 6G à partir de 2030, puisque là, le coup est déjà parti sur la 6G, en fait, avant même d'avoir déployé la 5G. Voilà. Donc on a une question sur ces besoins accrus. Alors ces ressources, on pourrait les extraire et puis ensuite faire de l'économie circulaire. Le problème, c'est que finalement, plus on est high-tech, plus nos dispositifs contiennent de l'électronique et plus on a du mal à les recycler. On est presque dans des logiques d'usage dispersif ou dissipatif parce que tous nos beaux objets électroniques en fait contiennent des dizaines de métaux différents, une quarantaine dans un smartphone. Et en fait, quand on va arriver en fin de vie, on va avoir beaucoup de mal à le recycler, en tout cas à le recycler d'un point de vue économique et énergétique. Donc on va enlever l'écran, on va enlever la batterie et puis on va passer tout ça au broyeur, puis au four électrique et faire un petit peu de pyrométallurgie et pour récupérer finalement quelques métaux parmi les dizaines que ça contenait. Et donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quasiment la moitié des métaux, hein, donc une petite trentaine sur la soixantaine de métaux qu'on utilise dans notre système industriel, qui sont recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1%. Donc si je retire le langage technocratique des rapports qui produisent ça, ça veut dire zéro, hein, techniquement. Et c'est pas parce qu'on ne jette pas les objets dans les bonnes poubelles, c'est parce qu'il y a cette contrainte technologique et économique. Alors ensuite, troisième risque ou troisième inquiétude sur la question des high-tech, c'est les effets systémiques indésirables. Le fait qu'on peut avoir l'impression de régler un problème d'un côté, mais est-ce qu'on ne crée pas d'autres problèmes plus importants de l'autre? Alors il y en a de nombreux, je vais juste prendre l'exemple de la voiture autonome ou de la Smart City. Alors la voiture autonome, elle pourrait être effectivement partageuse, elle pourrait être mieux utilisée, une intensification de l'usage qui fait qu'on en produirait moins, par exemple. La Smart City, c'est un petit peu plus vague, les promesses autour de la Smart City, mais
Alors, le problème, c'est la question du système numérique pour faire fonctionner cette voiture autonome. Intel, le fabricant de microprocesseurs, avait expliqué, enfin, il y a quelques années maintenant, qu'il faudrait peut-être de l'ordre de 4000 gigaoctets de données à produire par jour pour une voiture qui roulerait qu'une heure et demie, une voiture autonome. Alors, est-ce qu'il faudra transporter toutes ces données? Est-ce qu'il faudra les stocker dans des data centers? En tout cas, pour se donner un ordre de grandeur, 1 million de voitures autonomes ferait le trafic Internet mondial actuel. Donc, pour aller à 1 milliard de voitures, parce on a même dépassé allègrement le milliard, eh bien, il faudrait multiplier par 1000 le trafic Internet. On l'a déjà fait, on va continuer, on va le faire très certainement, mais la question c'est à ce moment-là, avec quelle facture environnementale et énergétique, qui n'est pas forcément liée à des émissions locales, mais qui va être liée à des data centers à l'autre bout de la planète, à des câbles transocéaniques, etc. Smart City, idem, si tous les habitants étaient des smart citiens, demain, eh bien, il faudrait doubler les data centers tous les 20 jours, peut-être, si c'est quelques centaines de gigaoctets qui seraient produits par chacun de ces habitants de la Smart City. Dernier effet pervers potentiel, et ça, c'est vraiment le boulet technologique ou socio-technique que nous portons, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire technologique de l'humanité depuis les 2 derniers siècles, c'est la question de l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on a effectivement des solutions de plus en plus efficaces technologiquement, donc elles consomment moins d'énergie, elles consomment moins de ressources. D'ailleurs, c'est économiquement efficace et les entreprises ont tout à fait un intérêt à faire ces économies. Mais du coup, quand on est économiquement plus efficace, eh bien, il y a un risque aussi d'effet rebond, donc de consommer plus. Donc chaque unité dépense moins. Hein, c'est le cas par exemple pour la 5G. Chaque octet, chaque unité d'information qui sera déplacée coûte beaucoup moins, mais s'il y a beaucoup plus d'octets, la facture globale continue à augmenter. Et on trouve ça malheureusement dans tous les domaines. On le trouve dans le bâtiment par exemple. Peut-être vous avez vu ce rapport un petit peu glaçant qui est sorti en Allemagne il y a quelques mois, où l'Allemagne a dépensé depuis 2010 340 milliards d'euros pour la rénovation énergétique d'un certain nombre de logements, de passoires thermiques. Et in fine, ils ont économisé 1 kWh par mètre carré par an, c'est-à-dire peanuts. Et la raison de ça, c'est qu'en fait, on a décalé un petit peu vers le haut la température de chauffe en hiver, ce qui fait que du coup, on a mangé l'intégralité de l'efficacité de l'isolation par un rebond de l'usage. Voilà, donc attention aux promesses technologiques, et c'est ça qui m'a fait écrire ce livre qui s'appelle L'âge des low-tech, qui n'était pas du tout un appel à devenir tous amiches ou à rallumer des lampes à huile à la place des LED qui commençaient à remplacer à ce moment-là les ampoules basse consommation. Non, c'est plutôt de se dire, allons dans une démarche, convoquons notre innovation, notre capacité d'innovation, qui est d'ailleurs pas que de l'innovation technologique, hein, qui peut être de l'innovation sociétale, sociale, culturelle, organisationnelle, pour vraiment faire de l'économie de ressources, pas seulement lutter contre le CO2, bien sûr qu'il faut lutter contre l'effet de serre, naturellement, mais il y a aussi la question des ressources, et puis donc de réduire cet impact environnemental et d'aller peut-être vers plus de résilience aussi, puisque là, on l'a vu, c'est un mot maintenant très à la mode depuis la crise sanitaire, cette question de résilience. Voilà, si on a demain des smart cities avec des capteurs fabriqués en Asie du Sud-Est, des multinationales californiennes qui contrôlent les datas et des centres de données qui sont au Canada ou au Groenland, voilà, je ne sais pas si mon robinet marchera dans toutes les conditions, et donc je préférerais qu'effectivement on ait un petit peu de techno-discernement et qu'on utilise la technologie et les ressources précieuses au bon endroit. Alors cette démarche low-tech, pour moi, c'est plutôt une démarche la première étape, c'est la question de la sobriété, évidemment, la question de la frugalité, la question du besoin à la source qu'on peut réduire. Il est tellement plus simple. Tu as cité l'exemple de la voiture plus légère, qui est effectivement un très bon exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a cet effet rebond. Hein, les voitures sont de plus en plus lourdes en moyenne, de plus en plus performantes, et donc elles émettent plus de CO2 par kilomètre chaque année, alors qu'on aurait tous les moyens, grâce aux efforts de motorisation, de faire des voitures beaucoup plus petites et qui consommeraient beaucoup moins très rapidement. Et puis on peut trouver ça dans le numérique, sur la question de la vidéo. Aujourd'hui, on déploie des câbles transatlantiques pour des vidéos qui dépassent largement les capacités de l'œil humain. On pourrait parler de la question du chauffage. Est-ce qu'on ne pourrait pas isoler un peu plus les corps, c'est-à-dire enfiler un pull et baisser un petit peu la température, justement, pour pas se retrouver à manger tous les gains d'isolation. Voilà. Et ensuite, on peut passer à la question de l'éco-conception, bien sûr. Bien sûr. Merci,
Merci Philippe. On va, avec Emmanuel Rosier, regarder maintenant de façon un peu plus précise qu'est-ce qui peut se passer en termes de tension sur un exemple, et notamment sur le cas du cuivre. Et puis, on va regarder aussi quelques éléments concernant la sobriété sur certains des usages. Alors en fait, le tableau que vous voyez ici, c'est un tableau qu'on voit souvent, c'est-à-dire qu'on entend dire qu'on n'a plus que 11 ans de zinc, on n'a plus que 13 ans de chrome, on a 34 ans de cuivre. Et ce genre de tableau nous alerte, nous inquiète, c'est-à-dire que tous les chiffres des matériaux signifient qu'on va avoir des gros problèmes dans le siècle à venir et pas à partir de 2100. Hein. Le Club de Rome nous avait déjà alerté là-dessus, et puis il y a des gens qui disent oui, ça va, le Club de Rome, il nous avait déjà prévenu qu'il y avait 40 ans de pétrole, il y en a toujours 40 ans. Alors je vous propose qu'on fasse, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces chiffres. Hein. Je ne vais pas vous parler de tous ces matériaux, ça serait passionnant, mais on ne serait pas couché. Je vais essayer de prendre un exemple concret pour voir les problèmes qui se posent pour les matériaux, et notamment pour le cuivre. Sur la diapo suivante, on voit que ce chiffre de 34 ans, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il y a 770 millions de tonnes de réserves de cuivre prouvées, et la consommation en 2020, elle est à peu près de 20 millions de tonnes. Ben, je divise ces 770 par 20, et je trouve qu'on a 34 ans de consommation. Mais on comprend bien que cette façon de compter pose pas mal de problèmes. Hein. On le voit notamment sur la diapositive suivante, c'est d'abord la définition de la réserve et de la ressource. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui alertent sur les faibles ressources que l'on a et ceux qui disent ne soyons pas inquiets parce qu'il y a des réserves qui n'ont pas été trouvées et on va finir par en trouver. Ce qui est relativement vrai, mais ces réserves, elles existent, elles ne sont pas inépuisables. Les 770 millions de tonnes, oui, on va en trouver d'autres, on va même aller dans les océans, on va peut-être monter jusqu'à 2100, qui sont les réserves probables. On n'ira pas jusqu'à la ressource, parce qu'on ne peut pas extraire tout le cuivre qu'on veut, qui est de 5600 millions de tonnes. Mais ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que d'une part, on ne sait pas comment on va pouvoir le faire économiquement. Et la deuxième chose, quand on voit la photo ici qui représente une mine de cuivre, ben on peut s'interroger sur la nécessité de toujours aller plus loin dans l'extraction et sur la nécessité d'ouvrir des nouvelles mines. Parce que je rappelle quand même que notre objectif, c'est de lutter contre le changement climatique, mais c'est aussi de lutter pour préserver la biodiversité, éviter qu'on expulse des Indiens, éviter qu'on pollue les sols. Donc peut-être arrêtons l'exploitation forcenée de ces mines. Le deuxième problème que l'on voit sur la diapositive suivante, c'est que dans cette consommation constante, c'est complètement irréaliste. Enfin, non, c'est pas irréaliste, mais je veux dire, ce n'est pas tendanciel. Le cuivre, si on ne fait rien, il va continuer à augmenter, et c'est même un cas d'école. La production de cuivre, elle a suivi ce qu'on appelle une exponentielle. Ça vous rappelle vos cours de terminale. Hein. C'est même une parfaite exponentielle. Alors, si jamais on laisse le cuivre monter avec un taux de croissance annuel moyen, qui est, je crois, de 2,5%, je crois me souvenir, eh bien, on va avoir non plus 34 ans, mais seulement 25 ans. Alors, vous allez me dire, bon, on va trouver encore du cuivre. Attention, si on trouvait 3 fois plus de cuivre, ce chiffre ne va pas être multiplié par 3, ce n'est pas 75 ans. Étant donné qu'il y a le phénomène d'exponentielle, on sera toujours à peu près dans les 30 ans. Puis alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, il y a le recyclage. Bon, d'accord, alors on va faire un gros effort sur le recyclage, ce qu'on peut voir sur cette diapositive. Le recyclage aujourd'hui, il est d'à peu près 50% dans le monde. On fait un gros effort. On arrive à monter à 90%. C'est peut-être, je pense, le maximum qu'on puisse faire. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que le cuivre, les gisements de déchets, c'est pas le cuivre qu'on a installé l'année dernière, ni dans les voitures, encore moins dans les bâtiments qui durent à peu près une cinquantaine d'années. Et c'est plutôt le gisement en moyenne de ce qui existait il y a 35 ans, c'est-à-dire 10 millions de tonnes. Donc 90% de collecte du cuivre, c'est en fait seulement 34% de notre consommation. Alors ok, on rajoute le recyclage, mais lorsqu'on fait un petit calcul, on s'aperçoit qu'on est toujours sur la trentaine d'années. Et ce qui veut dire que si on continue cette croissance, eh bien, ce n'est pas la découverte de nouvelles réserves, ce n'est pas le recyclage qui vont pouvoir nous sauver. La seule solution, on la voit sur la diapositive suivante, vous vous en doutez, c'est la sobriété. Ça, c'est une diapo un peu théorique.
La sobriété dans le cuivre ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas on va baisser notre consommation. La sobriété, elle ne sera pas la même pour tout le monde. Dans les pays émergents, dans les pays pauvres, dans le Bangladesh, on peut souhaiter que les gens s'électrifient. Donc, ils vont consommer plus de cuivre qu'aujourd'hui. C'est à nous, dans les pays riches, d'amorcer une véritable descente de telle sorte qu'au niveau mondial, on arrête ce taux annuel moyen. Et on voit sur cette figure que dans ce cas-là, on permet au recyclage d'être efficace. Si jamais on imagine, comme auparavant, que l'on reste à taux de production, de consommation moyen de 20 millions de tonnes, alors c'est vrai qu'on a 140 ans. Mais vous pouvez comprendre que l'effort de sobriété est très important. Et la question, c'est comment faire cette sobriété. Il y a plein d'idées, parfois d'idées reçues. Il y a plein de choses différentes à dire selon les matériaux. Mais je vous montre sur la diapositive suivante les différents usages du cuivre. On voit déjà que le premier usage, qui est de 50%, c'est le bâtiment. Il y a certes la plomberie, mais il y a aussi tous les réseaux électriques basse tension à l'intérieur, les prises de terre, les choses comme ça. Il n'y a pas de solution. Si on veut économiser le cuivre, il faut que nous logions dans des bâtiments plus petits, qu'on arrête la construction de bâtiments neufs débridés, qu'on arrête de loger dans des maisons de 200 mètres carrés, qu'on n'ait pas forcément tous une résidence secondaire. Et il y a un véritable enjeu que nous essayons de chiffrer dans le scénario négawatt. On dit souvent, quand le bâtiment va, tout va. Quand le bâtiment est débridé, tout va mal. Et nous, dans le scénario négawatt, nous avons une véritable prospective de diminution du bâtiment neuf, mais d'augmentation de la rénovation thermique, ce qui permet de générer des emplois plutôt que d'en perdre. Ça, c'est une autre question. Le deuxième usage qu'on peut voir sur cette diapositive, c'est l'usage du numérique. Ça, c'est vrai que c'est compliqué, parce que le numérique, il est là. On en bénéficie aujourd'hui, ça nous permet de faire du télétravail, ça nous permet d'être en vision, c'est une bonne chose, on ne peut pas dire le contraire. Et je vais rejoindre un petit peu ce que disait Philippe Biwix tout à l'heure. Il y a le bon numérique, celui qui existe. Le mauvais numérique, c'est effectivement la voiture autonome. C'est pas la peine, ça. C'est pas la peine non plus de vouloir des robots demain qui nous passeront l'aspirateur ou qui iront faire nos courses. On peut comprendre qu'on va exploser en termes de matériaux. Donc on peut imaginer une augmentation du numérique pour que tout le monde puisse avoir accès à Internet, mais ça demande aussi une très grande sobriété et surtout une très grande économie circulaire. Quand on pense qu'il y a 10 millions de smartphones qui ont été achetés, chaque smartphone demande 70 kilos de matériaux. Il faut qu'on arrête de changer de smartphone tous les 2 ans. C'est ça la sobriété. Il faut qu'on arrête d'aller toujours vers de gabegies. On ne peut pas le faire nous seulement, c'est aussi des réglementations vis-à-vis des fabricants et des opérateurs qui font qu'on arrête cette gabegie d'aller toujours vers plus de puissance numérique. C'est vrai que ce n'est pas facile à mettre en œuvre, mais c'est la condition même, cette sobriété est la condition pour éviter qu'on explose en termes de ressources. Et enfin, la troisième chose, ce sont à la fois les réseaux électriques, les modes de production électrique et les transports. Mais ça, c'est un autre problème, car il s'agit du problème de la transition énergétique. Merci Emmanuel. Mais il y a une autre question qui se pose et qui nous revient souvent, c'est est-ce que finalement le développement des énergies renouvelables est une sorte de menace par rapport à l'utilisation des matériaux? On pense notamment aux terres rares, on pense à l'acier, au béton, etc. Et un certain nombre de personnes disent que derrière, il y a une inconnue par rapport à ça, ou tout au moins quelque chose qui peut faire en sorte que la transition énergétique puisse ne pas fonctionner. Est-ce que c'est vrai également aussi sur le véhicule, la mobilité, etc. Une inconnue, non. Une incertitude, oui. En fait, on voit ce genre de graphique qui fleurit souvent. Il vient d'Olivier Vidal, un chercheur au CNRS qui a fait des études très intéressantes sur les quantités de matériaux consommés dans les moyens de production classiques, qui sont pour l'électricité les centrales thermiques et les centrales nucléaires. Et puis à droite, dans le vert, vous avez l'éolien, vous avez le solaire, vous avez aussi l'hydraulique. Et puis on s'aperçoit que globalement, tous ces moyens nouveaux de produire de l'électricité consomment davantage d'énergie que dans les moyens classiques. Ah zut alors, parce qu'on ne va pas revenir aux centrales thermiques, ça, il faut les abandonner, et urgemment pour le changement climatique. Le nucléaire pose un certain nombre de problèmes sur lesquels je ne vais pas forcément insister aujourd'hui, mais on est quand même embêté par rapport à ça. Est-ce qu'on est si embêté ?
est-ce que il y a une véritable menace? Eh ben, moi, ce que j'aime bien, c'est chiffrer les choses. Alors, nous, à Négawatt, on essaie de quantifier les choses, et notamment, on essaie de le faire. Je vous propose, sur la diapositive suivante, d'essayer de regarder les conséquences d'un scénario qui a été élaboré par l'Université de Stanford, qui est 100% renouvelable à l'échelle du monde, ou au moins à l'échelle de 139 pays. Alors, ils ont essayé de remplacer toutes nos centrales nucléaires et thermiques par de l'hydraulique, de l'éolien, du solaire à concentration, de l'éolien offshore, de l'éolien onshore, du solaire photovoltaïque en toiture, au sol. On prend les quantités telles que vous les avez vues dans les graphes précédents, avec quand même un niveau d'incertitude. C'est vrai qu'on ne sait pas exactement, ça dépend des technologies, ça dépend, mais on va essayer quand même de donner les ordres de grandeur. Et je vais reprendre l'exemple du cuivre, et on voit les résultats sur la figure suivante. On voit que c'est la figure. Oui. Voilà, c'est celle-là. Attention, c'est la figure d'avant, excusez-moi. Je profite de ce petit couac pour vous demander de vous reculer un petit peu du micro. D'accord. Voilà, on vous entendra mieux. Vous auriez dû me le dire avant. J'aurais pu vous le dire avant. Je suis tellement passionné que je m'approche. Et vous êtes tellement passionnant que je n'ai pas osé vous interrompre. Mais je vais pas le manger. Ça va éviter de faire pop, pop, pop. Merci. Sobriété dans le sang. Très bien. Eh ben, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour le cuivre, par exemple, la mise en œuvre de ce scénario 100% énergie renouvelable mondiale va consommer 6% des réserves. On aurait pu s'attendre à 50%, on aurait pu s'attendre à 30% des réserves. Non, c'est seulement 6%. C'est pas la mer à boire. Et pareil pour le béton, c'est 1%. Et souvent, quand les gens me disent « les éoliennes, ça fait plein de béton », je pose toujours la question aux gens, est-ce que vous avez une résidence secondaire? Vous luttez contre les éoliennes, j'entends votre effort de sobriété. Mais alors, s'il vous plaît, vendez tout de suite votre résidence secondaire, logez des SDF dedans, parce que ça consomme 100 fois plus de béton. L'ensemble du bâtiment à lui tout seul consomme 100 fois plus de béton que les éoliennes. On n'est pas dans le même ordre de grandeur. Donc c'est vrai que si on faisait des centrales thermiques ou nucléaires, on ne serait plus à 1%, on serait à 0,25%. La différence entre les deux, c'est un trait de crayon. Ce n'est pas là qu'est l'enjeu. La deuxième chose, c'est de s'interroger sur la mobilité. Et là, il s'agit de la bonne diapo, d'ailleurs, la suivante, sur la mobilité. Voilà, c'est celle-là. Et alors, souvent, moi, je ne parle pas de la voiture électrique, je parle de la mobilité. Je fais des fois des conférences sur le scénario Négawatt, sur la mobilité, puis je demande aux gens, je leur dis, qu'est-ce que vous préférez, vous? Le diesel, l'essence, l'électricité, l'hydrogène. Alors les gens, ils me donnent tous leur avis. Mais on va pas pouvoir se passer de l'essence. Ah non, le diesel, faut arrêter. L'hydrogène, c'est génial. La voiture hybride, non, il faut passer au tout électrique. Puis après, je dis comme ça, je dis, ben vous savez, on a tout faux, parce que ça, c'était une question piège. La question qu'on doit se poser avant de connaître la technologie, c'est de quelle mobilité on veut. Est-ce qu'on veut rouler en 4x4 à l'intérieur des villes? Est-ce qu'on veut utiliser des énormes berlines pour aller à la boulangerie qui se trouve à 2 km? Ou est-ce qu'on roule en vélo pendant nos vacances? C'est ça la vraie question. Là, je vous montre l'exemple, par exemple, de la petite Twizy, qui est une petite voiture qui ne contient que 0,9 kg de lithium, et qui peut être très utilisé en ville. Je ne vous conseille pas d'aller faire le tour de l'Europe avec. Et puis vous avez à côté la Tesla qui consomme 8 kg de lithium, c'est-à-dire presque 10 fois plus. Celle-là, on pourrait imaginer qu'elle serve pour faire des trajets interurbains. C'est peut-être pas la bonne solution, on va le voir tout à l'heure. Et après, on peut réfléchir les voitures hybrides rechargeables. C'est vrai qu'on veut se débarrasser des fossiles, et il y a souvent quelque chose qui intervient peu dans le débat. C'est les voitures au GNV, au gaz naturel pour les voitures. Vous l'avez compris, du biogaz issu de la méthanisation ou de la méthanation. Nous, c'est quand même ce qu'on promeut dans le scénario Négawatt pour justement éviter cette tension dans les matériaux. Je me suis amusé sur la diapositive suivante à faire un petit exercice.
J'ai considéré, comme le dit l'AIE, qu'on va doubler le nombre de voitures d'ici 2050. On ne peut pas empêcher les Chinois d'avoir des voitures, on ne peut pas empêcher les Indiens d'avoir des voitures. Le problème, c'est quelle taille de voiture. Et puis, quelle taille de voiture on est prêt, nous, à réduire. Moi, je pense qu'en 2050, on va arrêter de posséder des voitures. On va éventuellement louer une voiture si exceptionnellement on a besoin de traverser la France, je dis bien exceptionnellement. Et à l'intérieur des villes, on louera des petites voitures, mais c'est absurde d'avoir une seule voiture pour tous les usages. Et après, si on veut parler de cet ensemble de voitures, je présente un graphique à titre indicatif, je le dis bien parce que ça dépend aussi des tailles de voitures, et on voit que ce sont des grosses voitures, ce que j'appelle high elec, excusez-moi, heavy elec, c'est-à-dire les grosses Tesla, on explose complètement les réserves de cuivre. Mais même le light elec, c'est pas tout à fait ça. Il n'y a que le GNV qui nous permet à peu près de tenir la route. Et puis j'ai mis tout à fait à droite le scénario de l'AIE, qui est un scénario de mélange entre différentes technologies. Mais il ne faut jamais oublier qu'avec la voiture aussi, une fois qu'on a produit des voitures, 15 ans après, il faut renouveler le parc, il faut reproduire ces voitures. Et même si on recycle le cuivre, alors je parle du cuivre, il y a aussi tous les autres matériaux. La preuve, sur la diapositive suivante, vous pouvez voir ce que serait la catastrophe des voitures toutes électriques pour tout le monde. Dans le monde, on explose les réserves de cobalt, on explose les réserves de lithium, et on n'explose pas les réserves de néodyme, cette fameuse terre rare dont tout le monde dit les terres rares, les terres rares, les terres rares. Hein. Les terres rares, l'énorme problème, il est géopolitique. Il est qu'elles se trouvent en Chine, mais du point de vue des réserves, c'est peut-être pas ça qui peut nourrir la totalité de notre inquiétude. Alors, je vais terminer cet exposé. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler, bien sûr, du scénario négawatt, puisque je suis très partenaire là-dedans. Hein, c'est la diapo juste d'avant, celle-là, sur lesquelles nous sommes en train de travailler activement à un renouveau de notre scénario. Le scénario négawatt va se coupler avec un auxiliaire qui est le scénario négamat. C'est-à-dire que nous ne nous intéressons pas seulement aux productions et aux consommations d'énergie en France, mais aussi aux quantités de matériaux contenus dans l'empreinte des objets que nous consommons. Combien en France, on ne produit pas de cuivre. Alors évidemment, on n'est pas concerné par les mines de cuivre directement, mais on est énormément concerné indirectement, y compris dans tous les produits que nous importons. Nous importons des voitures, nous importons des matériaux qui contiennent du cuivre, nous importons des énergies renouvelables. Hein, on accuse toujours les Chinois d'être émetteurs de gaz à effet de serre, mais nous en sommes les responsables. Eh bien, nous, avec cet outil, nous allons essayer d'éviter les tensions sur les ressources avec le petit raisonnement suivant. Nous sommes 60 millions d'habitants, nous sommes 1% de la population mondiale, nous avons droit à 1% des réserves. Est-ce que nous pouvons nous permettre de continuer et quel est le degré de sobriété que nous devons avoir ? Et je vous donne rendez-vous fin septembre où nous allons présenter ce nouveau scénario sur lequel nous travaillons activement. Je vais donc terminer une conclusion assez rapide mais importante. C'est que lorsque vous entendez parler de transition énergétique et qu'on vous dit la transition énergétique c'est super, il n'y a pas de problème, je vous conseille de vous méfier. Mais lorsqu'on vous dit la transition énergétique, c'est pas possible, il y a énormément de problèmes, je vous conseille aussi de vous méfier. Parce que la transition énergétique, vous savez, c'est un peu comme la démocratie, ou la paix, ou l'amour. C'est un mot générique dont tout le monde peut parler et on peut dire à peu près tout et son contraire à ce propos. La transition énergétique, nous, dont on parle, et celle que l'on veut, et celle pour laquelle on est engagé, c'est celle qui est avec sobriété. S'il n'y a pas de sobriété, cette transition n'est pas possible. Avec la sobriété, vive la transition énergétique. C'est celle-là, en tout cas, que nous promouvons et c'est celle pour laquelle nous nous battons. Merci beaucoup. Dans tout ce qu'on vient de dire, il y a un rôle qui est très important, qui est celui des prescripteurs, finalement, derrière. Si les prescripteurs ne jouent pas le jeu, à ce moment-là, évidemment, ça ne marchera pas. Et je voudrais demander à Isabelle Levanier, et puis on demandera ensuite après à Philippe Biwix de réagir sur les deux premières interventions. Je voudrais demander à Isabelle Levanier, qui est, elle, dans les services techniques à Montpellier Agglomération, de nous préciser ce rôle.
Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi je ne t'ai pas entendu, Thierry. Oui, voilà. Ah, pardon, je vais répéter à ce moment-là. Isabelle Levanier, quel est le rôle des prescripteurs dans la transition énergétique? On a vu que si à un moment donné, on n'a pas ce rôle-là qui est, je dirais, majeur, eh bien, derrière, il y aura un certain nombre de dérapages, bien entendu. Comment vous faites à l'agglomération de Montpellier? Alors effectivement, les collectivités locales sont des prescripteurs, sont des donneurs d'ordre, ce sont aussi des aménageurs, mais ce sont aussi des consommateurs d'énergie. Et l'ensemble de ces compétences nous permettent d'agir. Nous nous sommes saisis à la métropole de Montpellier de cette question de la sobriété. D'abord parce que la sobriété, c'est souvent une des actions les plus simples à mettre en œuvre et c'est dans tous les cas la moins coûteuse pour nous en tant que maître d'ouvrage. On essaie d'agir sur le dimensionnement juste ou le juste dimensionnement. C'est un de nos chevaux de bataille depuis de longues années avec Michel Irigoyen, mon collègue de la ville. D'abord parce que on a constaté et on constate toujours régulièrement des surdimensionnements de la part des bureaux d'études, des concepteurs de bâtiments. Alors souvent sur les équipements, rarement par exemple dans le domaine de l'isolation, c'est rarement un bureau d'études m'a dit mais mon calcul demande à ce qu'on mette 15 cm d'isolant, mais on propose d'en mettre 20 ou 25. Mais par contre, sur les équipements, très souvent, on nous propose des équipements qui sont un peu plus puissants, des centrales de traitement d'air un peu plus grosses que ce que le calcul réglementaire ou le calcul technique donne. Les conséquences pour nous, en tant que collectivité, ce sont des surcoûts au niveau de l'investissement, des surcoûts au niveau de la maintenance et également des surcoûts d'énergie. Quand on a un moteur qui est surpuissant, il fonctionne souvent avec un mauvais rendement. Quand on a des ventilateurs qui sont surpuissants, ça veut dire plus de consommation d'électricité. Donc, sur toute la chaîne, on se retrouve fatalement avec des surcoûts. Et c'est d'ailleurs un de nos principaux leviers d'action, le fait de mettre en avant ces surconsommations. Quand on regarde un peu d'où vient ces surdimensionnements, on se rend compte qu'en fait, on a affaire souvent d'abord à des règles de calcul réglementaires ou des règles de l'art qui ne correspondent pas exactement à la réalité. Alors c'est souvent le cas, par exemple, sur les installations électriques, avec l'AC1500 qui prend en compte des coefficients de foisonnement qui ne correspondent pas du tout au fonctionnement constaté sur les bâtiments. Par exemple, moi, je me suis retrouvée sur une maison de retraite où le bureau d'études prescrivait un tarif vert, donc avec une puissance bien au-delà des 250 kVA possibles avec un tarif jaune, et où il a fallu batailler pour dire, regardez, on a 4-5 maisons de retraite qui sont de même type, qui fonctionnent avec des niveaux de puissance bien moindres. Donc, même si vos calculs réglementaires nous demandent d'aller bien au-delà, nous resterons sur ce qui fonctionne et sur ce qui fonctionne sans dysfonctionnement. Donc on a la chance aussi, c'est vrai, en étant une collectivité importante, de pouvoir faire des comparaisons et de pouvoir venir contredire des prescripteurs qui parfois et même souvent prennent chacun à leur niveau une marge de sécurité. On a un bureau d'études qui va faire un calcul très précis, mais qui va prendre une certaine marge de sécurité pour éventuellement venir éviter d'avoir une erreur ou compenser une erreur de calcul. L'entreprise va arriver à son niveau, va aussi prendre sa marge de sécurité en disant j'hésite entre deux matériels, je prends le plus gros, hein, avec la règle bien connue du qui peut le plus peut le moins. Et puis parfois aussi les maîtres d'ouvrage qui se disent je ne veux pas prendre de risques, donc je vais aussi aller au-delà.
l'ensemble de cette chaîne fait que très souvent, on a des surdimensionnements qui sont très, très importants. Je vais vous donner un autre exemple sur une médiathèque où on avait des calculs réglementaires qui nous menaient aux alentours des 300 kilowatts de besoin, où le bureau d'études nous a dit 300 kilowatts, c'est vraiment le minimum, donc on va mettre un transfo de 600 pour être sûr de couvrir le besoin. Et quand l'entreprise est arrivée, elle est arrivée en disant l'écart de coût entre un 600 et un 800 kVA pour un transformateur est pas très très important. Donc prenez donc le 800, ça vous couvrira de tous les de tout problème futur. Résultat des courses, on a un transfo qui fait 800 pour des besoins, là, cette fois-ci mesurés, qui sont de l'ordre de 330 à 300 kilowatts. Donc, on voit bien que on est dans un espèce de cercle vicieux qui fait qu'au bout du compte, on a des équipements qui sont trop puissants. Donc, la seul moyen que nous ayons trouvé pour contrecarrer cela, c'est d'être présent dès le début du projet, dès sa genèse, en phase programme, et puis d'accompagner l'ensemble des études, les dossiers de consultation des entreprises, d'être présent au moment où on choisit les matériels, de manière à chaque fois rappeler que ce dont on a besoin, c'est de matériel qui permettent le fonctionnement d'un bâtiment que nous connaissons quand même en généralement assez bien, et éviter tout risque d'avoir des matériels qui iront bien au-delà de nos propres besoins. Donc c'est vraiment chaque fois rappeler le besoin et faire en sorte que ce qui est installé correspond parfaitement bien. Alors, ce qui va quand même, je pense, nous aider, c'est le souci d'efficacité qui est recherché notamment dans le cadre de bâtiments à énergie positive. Et on a eu cette expérience il y a quelques années dans le cadre d'une pépinière d'entreprise en climat méditerranéen, donc avec des besoins de climatisation notamment assez importants, où on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il fallait vraiment aller chercher chaque kilowattheure, chaque kilowatt à réduire, à économiser entre guillemets, et que là, ce genre de projet ne supporte pas la médiocrité et ne supporte en tout cas pas le surdimensionnement. Donc, on a travailler cette fois-ci avec l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, l'architecte, ses bureaux d'études et les entreprises pour aller chercher chaque fois le matériel qui correspondait bien aux besoins et qui nous permettait de rester dans d'atteindre cet objectif de bâtiment à énergie positive. Donc Isabelle, ça veut dire que des projets, c'est évidemment beaucoup de travail, des projets très pointu, correctement étudié, optimisé, mais il y a aussi ce qu'on peut faire, je dirais, tous les jours en matière de sobriété. Et vous avez fait il y a quelques années une expérience interne assez intéressante en matière de sobriété. Est-ce que vous pouvez la décrire rapidement et indiquer ensuite, après, derrière, comment vous envisagez au niveau du plan climat de l'Aglo de poursuivre, je dirais, une pédagogie de la sobriété en 2 minutes. Oui, alors effectivement, d'accord. On a les matériels qui nous permettent d'avoir une certaine efficacité dans les consommations d'énergie, mais ce qui est également important, c'est ce sont les usagers, les occupants d'un bâtiment. Donc, il y a quelques années, effectivement, on a engagé une opération de sensibilisation de nos collègues agents de la métropole, en essayant d'apporter du sens à ces changements de comportement et en essayant de faire en sorte que les changements de comportement leur soient utiles pendant la journée dans le cadre de l'exercice de leur fonction professionnelle, mais également qu'ils puissent en tirer un profit pour leur habitation. Donc, on a engagé une campagne d'information sur les éclairages performants, sur l'éveil des matériels de bureautique, mais aussi des appareils électroménagers des logements. Et on a réalisé cette campagne de sensibilisation pendant
2 semaines, et elle nous a permis, à la fin des 2 semaines, de réduire de 15% les consommations d'électricité, du siège de la métropole. Elle nous a également permis de corriger un certain nombre de dysfonctionnements d'équipements, parce que les agents pouvaient constater, par exemple, qu'une minuterie dans un escalier fonctionnait en permanence, donc la minuterie en fait dysfonctionnait. Donc au travers des informations qui nous sont remontées et de la sensibilisation donc de l'action de chacun à cette opération, on a réussi à réduire de 15% les consommations. Aujourd'hui, on passe un peu à une étape supérieure, notamment dans le cadre du plan climat, où on a des directions et des agents qui sont directement concernés par le plan climat au travers des compétences exercées dans le cadre de leur direction, de leur service, que ce soit les transports, par exemple, ou les déchets. Par contre, on a d'autres services qui se sentent un peu moins concernés, mais qui pour autant souhaitent y participer. C'est le cas de la direction de la culture qui nous a sollicité pour qu'on puisse travailler avec eux à l'engagement de tous les établissements culturels, donc les médiathèques, les théâtres, pour le conservatoire de musique, l'école des beaux-arts, pour que au niveau de chaque agent de la collectivité, mais également de chacun des usagers qui fréquentent ces établissements, on puisse travailler sur la question des mobilités, la réduction de production des déchets, la réduction des consommations d'énergie, la réduction des consommations d'eau, etc. Donc là, on en est au début de l'opération. On a pour chaque établissement un responsable qui a été un éco-référent qui a été nommé. On a réalisé la phase de diagnostic individuel de chacun des établissements pour voir un peu où ils se situaient par rapport à l'ensemble de ces thématiques. Et là, on va entrer dans une phase un peu plus opérationnelle, de manière à voir au niveau de chacun de ces établissements comment on peut faire en sorte, avec les agents, les usagers, faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans une démarche plus globale, dans un projet de collectivité de territoire qu'est le plan climat, air, énergie territoriale. D'accord. Merci beaucoup. Philippe Biwix, une rapide réaction par rapport notamment à ce que vient de dire Isabelle Levanier. On est, je pense, sur quelque chose de très exemplaire en matière de pédagogie de sobriété. Mettez votre micro, Philippe. On vous entendra mieux. Peut accompagner la transition énergétique nécessaire. Elle a un pouvoir au niveau étatique, typiquement le pouvoir normatif ou le pouvoir réglementaire. Si on veut aller vers les plus petites voitures que décrivait Emmanuel tout à l'heure, il y a un moment où sans doute il faudra légiférer d'une manière ou d'une autre. La question du pouvoir fiscal qui sera aussi importante. On a vu le débat par exemple, sur la taxation au poids des véhicules. Mais ensuite, il y a la question du pouvoir prescriptif. Et ce pouvoir prescriptif, lui, il est valable à tous les étages, à toutes les échelles, dans les territoires, effectivement, au niveau des communes, au niveau des métropoles, au niveau des départements, des régions et jusqu'au niveau des grandes administrations. Donc, j'ai trouvé absolument intéressant ce point-là. Et finalement, la capacité dont vous êtes doté à contredire quelque part les prescripteurs qui prennent chacun leur marge de sécurité. C'est tout à fait intéressant et moi, ça me fait dire qu'effectivement, la transformation, elle se fait à travers la commande. Donc, effectivement, à travers les maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage devront avoir le courage d'innover, d'expérimenter et même de prendre des risques. Parce que la question du juste dimensionnement, c'est finalement une certaine prise de risque. Et on s'aperçoit que finalement, dans notre société, de manière un peu anthropologique ou sociologique, à l'heure de la Startup Nation où on nous appelle à prendre des risques, etc., à être des entrepreneurs innovants, etc., finalement, on a quand même globalement un millefeuille de comportements qui sont plutôt opposés au risque et donc on se prend tous des marges de sécurité et on n'ose pas expérimenter. Et donc la question du juste dimensionnement, pour moi, la question peut-être de certains moments où des lieux peuvent être saturés, où des lieux peuvent être peut-être un peu en limite de fonctionnement, ce sont des choses vers lesquelles on devrait essayer d'aller un petit peu plus. Et puis j'ai bien aimé aussi la question de comment on embarque les gens, c'est-à-dire que finalement les solutions ne sont jamais techniques, elles sont socio-techniques, elles embarquent la question des usages, des comportements. Et finalement, on s'aperçoit aussi que dans les promesses technologiques, par exemple des bâtiments,
il y a beaucoup d'expériences de smart building formidables, mais finalement qui ne sont pas très bien pris en main par les utilisateurs, qui ensuite vont dévoyer des différents dispositifs qui peuvent s'avérer même in fine contre-productifs. Donc voilà, prendre en compte, avoir le courage de modifier la commande et prendre en compte les utilisateurs. D'accord. Ça reste Merci. deux axes très très intéressants au niveau territorial. Merci de cette réaction. On a vu le côté des services techniques, hein, des prescripteurs. Maintenant, je vais m'adresser à Sébastien Javogue. Il dit qu'il y a un petit problème technique avec Sébastien Javogue, il se reconnecte dans un instant. D'accord, il va se reconnecter dans un instant. Donc, ce que je propose, c'est à ce moment-là de rester un petit moment avec vous, Philippe Biwix. On va être encore aussi du côté de... Mais on est de nouveau connecté Ah à bon. Sébastien Javogue. D'accord, Ces petits très problèmes bien. techniques. Les problèmes et les joies du direct. Donc, Sébastien Javogue, merci d'être avec nous. On a vu donc avec Isabelle Levanier le point de vue des services techniques, hein, du prescripteur dans une agglomération. Maintenant, le point de vue de l'élu. Et ce qui est très intéressant, c'est le travail que vous avez engagé dans le Grand Genevois, notamment sur une ressource dont on parle relativement peu, qui est celle, ou pas assez en tout cas, qui est celle des sols. Voilà, merci de votre éclairage. Bonjour à tous, alors j'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est vrai qu'on a eu bon. Quelques problèmes. Impeccable, super. Voilà, tout va bien. Désolé pour le manque de connexion. Alors, très paradoxalement, je devais être en sobriété de temps. Donc, j'étais sur Dunkerque hier, mais voilà, pour des raisons de rendez-vous, j'ai dû revenir. Donc, dans nos locaux, donc je m'adresse à vous là avec des petites difficultés techniques et j'espère que tout se passera bien. Pour l'exemple qu'on voulait partager, alors en regard d'élu, avec peut-être une vision sur cet aspect sol. Alors vous allez voir, on a quelques slides à vous passer. Qui les passe pour moi? Comment... La technique va les amener. Voilà la première des dias qui va vous arriver. Super, impeccable. Voilà, ça y est. Et vous m'indiquez voilà, après les diapositives suivantes. Et je vous dirai de passer les diapositives. Ok, super, voilà, merci à vous. Allez-y sur une dizaine de minutes. Super. Alors, en fait, ce sera plus une présentation. On n'a pas toutes les solutions. Donc, c'est surtout peut-être un partage de ce que l'on vit dans notre bassin de vie. Cette slide est quand même pour rappeler que le Grand Genève, ce qu'on appelle, donc, c'est donc 2 pays, France, Suisse, avec une partie du Genevois français, une partie du Genevois suisse, avec la ville centrale qui est Genève, avec une particularité un dynamisme économique, je pense, sur lequel je ne reviendrai pas, qui fait que nous avons sur le million de personnes que représente cette métropole, au sens de bassin de vie, mais pas au sens bassin administratif, on a 10 000 habitants supplémentaires chaque année qui viennent sur notre territoire. Alors, c'est une richesse claire, c'est une force. Mais par contre, ça nous pose de nombreuses questions sur le comment vivre dans ce territoire. Et puis, puisqu'on parle aujourd'hui de sobriété, la grande question qui est de l'usage de notre sol, en fait, hein, sur plusieurs usages. Je veux bien la slide suivante. Alors, je vais enfoncer quelques portes ouvertes avec vous. J'ai entendu beaucoup de chiffres, beaucoup de raisonnements techniques. Là, on va être surtout sur des usages. Une porte ouverte, l'usage sol, il nous nourrit, il nous permet de nous loger, il nous permet aussi d'avoir de l'économie. Et puis, si on rentre aussi un petit peu dans le détail, vous allez voir que nos enjeux au niveau du sol, ils se situent sur la surface, en termes de mètres carrés et puis aussi en termes d'épaisseur, parce que c'est ce qui nous permet accessoirement aussi de nous nourrir. Et puis, si vous grattez un peu plus, ça nous permet potentiellement aussi de nous chauffer. Donc, vous voyez que cet usage sol est très différent et que il s'agit pour nous là de voir ce sol comme une ressource, au même titre que
j'ai entendu parler les différents intervenants, on parle beaucoup d'eau, d'air, des minéraux. Le sol doit être vu comme une ressource et les enjeux sur notre bassin de vie sont très fortement impactants pour le sol. Alors, je veux bien la slide d'après qui est encore une slide plutôt généraliste pour vous expliquer de nouveau une porte ouverte que le sol est aussi un stockage carbone, donc c'est un des enjeux importants. Et puis que dans notre contexte, il s'agit aussi d'un enjeu au niveau de la sécurité alimentaire. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que j'enfonce des portes ouvertes sur ces différents usages, mais entre la pression démographique que notre bassin de vie subit, vit et cet usage sol, voilà, on se retrouve en tant qu'élu dans une sorte de schizophrénie sur lequel il faut absolument, on ne peut pas fermer le tuyau de la population, mais par contre, il faut qu'on continue à faire que nos territoires soient un territoire d'accueil et de bien vivre. Donc, on a des enjeux très forts au niveau de la construction, typiquement. C'est sur cet axe-là que je voulais vous donner quelques exemples de difficultés et quelques peut-être exemples de pistes de réflexion qu'on a eues pour essayer de préserver notre sol. Alors, je vais commencer par un exemple et je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors, dans la Confédération, vous savez que la Confédération a plusieurs États, dont le canton de Genève. La Confédération suisse a pris une disposition très forte qui, au travers de surfaces d'assolement, a inscrit dans la loi le fait de préserver le sol pour pouvoir assurer une certaine souveraineté alimentaire. Alors, l'obligation de ce fait-là a eu un impact très fort parce que directement 430 hectares ont été cartographiés par la Confédération qui doivent absolument être réservés pour cette prévision d'une pénurie alimentaire. Alors, la carte que vous voyez, peut-être garder les aspects très colorés parce que en gris c'est la partie urbanisée et puis les sols préservés sont plutôt colorés. Donc vous voyez l'impact que ça a sur un petit territoire tel que le canton de Genève où près de 30% du territoire est dédié et sacralisé, si je pourrais dire, pour cette préservation de la sécurité alimentaire. Alors, l'impact a été très fort quand vous avez une population qui augmente fortement, donc avec des besoins d'usage sol qui se développent. L'impact sur notre région du Grand Genève a été un espèce de débordement dans les constructions. Là, je veux bien les slides suivantes juste pour voir un petit peu les impacts. Vous voyez au nord du trait bleu, au haut de la carte, date 1963 sur une commune en exemple, et au sud du trait bleu, c'est la partie suisse. On ne va pas nommer la commune, mais je veux bien que vous défiliez les slides au fur et à mesure pour voir cet impact. Voilà, en 1996, vous voyez le développement au nord de ce trait bleu avec un impact très fort sur le foncier. Et puis, vous voyez l'aéroport de Genève, là, en bas à droite de la slide. Et puis, si vous passez encore la slide d'après, voilà, vous voyez 2019, donc quelques années en arrière, vous voyez l'impact fort d'une prise de position radicale de préservation du sol avec un étalement urbain qui s'est fait du côté français. Voilà. Alors c'est un de nos gros enjeux, en tout cas au sein du Grand Genève, c'est de réussir à préserver ces mètres carrés et de faire que on puisse continuer à accueillir nos habitants dans un espace préservé, mais malgré tout avec des visions un tout petit peu différentes entre Suisse et Français, qui a eu cet effet un peu de report de construction. Alors ça
c'est un exemple que l'on a pris. C'est sûr que j'ai beaucoup entendu parler là de trois grands aspects que je rejoins fortement quand on a une vision forte, une pression forte sur le foncier, sur notre sol. Dans notre cas, vous voyez bien que des nouvelles découvertes de sol, on n'en aura pas hein, pour nos logements, ça c'est clair. Du recyclage, alors oui, c'est une des pistes de solution pour aller recycler et essayer de renouveler nos terrains, mais pareil, c'est pas non plus une solution. La vraie solution est en effet la sobriété. La sobriété de l'usage du sol, mais ça veut dire que ça nous pose une grosse question. Et puis alors là, j'ai un avis peut-être très personnel de maîtrise de l'usage du sol, avec une vision de peut-être vouloir, au même titre que l'on a on essaye d'avoir la ressource en eau en termes de maîtrise publique, il faut absolument en tout cas, c'est ce que l'on essaye d'avoir, de garder notre sol en termes d'usage public. Et là, c'est vrai que dans un monde où la ressource sol est très fortement capitalisée, l'enjeu d'une maîtrise publique est, à notre avis, au cœur de nos discussions. Alors, l'exemple côté suisse avec une position très radicale de préservation et les effets néfastes que vous avez vus, nous avons également côté français ces mêmes enjeux sur d'autres thématiques, parce que je vous ai parlé d'habitat et je veux bien garder un petit peu de temps sur cette slide. L'habitat, donc limiter un habitat diffus, mais on a aussi des enjeux sur une emprise économique et notamment commerciale où 1 million de personnes qui vivent dans ce territoire, 1 million de personnes qui consomment, et donc une augmentation de la population, une augmentation de besoins de consommation. Alors, je suis surtout pas là pour juger de croissance ou décroissance, besoin de commerce ou pas besoin de commerce. En tout cas, l'impact est aussi sur ce secteur-là, et on essaie de trouver les solutions en commun. Et quand je vous disais qu'on les avait pas toutes, j'ai plutôt besoin aussi de partager avec d'autres collègues élus sur comment maîtriser notre sol et comment maîtriser cette ressource. Alors, je veux bien notre dernière slide, et j'essaie de rester dans le temps imparti pour peut-être plutôt... voilà, notre dernière slide où quelques pistes que l'on travaille actuellement pour maîtriser notre sol. Alors, c'est plutôt certaines sont d'ordre de la planification. Comment mieux maîtriser et répondre aux différentes attentes de maîtrise foncière. Je vais peut-être en relever deux pour être un petit peu dans la dureté de la réponse. Je vais commencer par la dernière. Est-ce que renoncer à des projets de zone, par exemple, si on part sur des zones d'activité, est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est une réponse de sobriété, de nouveau? Est-ce qu'il ne faut pas renoncer sur un usage sur lequel on peut avoir une certaine variable? Et puis, on est beaucoup aussi en ce moment en train de vouloir réinvestir des friches, parce que pour pas aller grignoter un peu plus de terrain, que ce soit pour de l'habitat ou pour de l'économie sur le monde agricole. L'autre piste sur cette sobriété, c'est de réinvestir des zones déjà avec un usage destiné. Et puis peut-être remettre en exergue une des actions, la numéro 2, qui sont les baux à construction. Et toujours avec ce même état d'esprit, en tout cas, que je souhaite que l'on porte plus fortement sur nos territoires, qui est la maîtrise foncière publique. Donc quand on parle de bois construction, que ce soit pour de l'habitat, avec un enjeu aussi de réduire la pression foncière, donc le coût au mètre carré, et de pouvoir accueillir nos personnes, nos habitants, et notamment les plus modestes, parce que vous imaginez bien que
qui dit rareté de terrain dit coût extrêmement cher. Voilà, on essaie de maîtriser et de mettre à disposition par des baux à construction pour de l'habitat, au même titre qu'on souhaite mettre des baux à construction pour de l'économie, pour préserver l'usage et faire que le sol reste toujours en maîtrise publique. Voilà, alors quelques exemples par rapport à la difficulté que l'on vit, en tout cas, une difficulté qui relève réellement d'un paradoxe. 10 000 habitants en plus sur un territoire, moi je considère que c'est une richesse, mais une richesse dans un univers fermé, dans un territoire où les mètres carrés sont connus, la difficulté, la schizophrénie que l'on vit en termes d'élus est vraiment réelle. Voilà. Alors cette maîtrise publique, en tout cas, on la souhaite pour arriver à terme à peut-être aussi avoir le même regard sur des terrains agricoles et se dire que cette ressource sol doit absolument être sous maîtrise publique pour pouvoir maintenir nos 5 grands piliers qui sont d'avoir un habitat décent, d'avoir de la nourriture, d'avoir du travail et puis de pouvoir s'épanouir et vivre sur des terrains préservés et avoir des espaces de respiration. L'enjeu, il est grand. J'ai essayé de vous résumer rapidement l'exemple de sobriété que l'on souhaite mettre en route, mais avec cette difficulté, ce paradoxe que l'on vit dans notre région. Merci beaucoup, Sébastien Jabbock. C'était tout à fait intéressant de voir que la sobriété, elle est aussi dans la ressource du sol. Philippe Biwix, vous travaillez maintenant à AREP, dans une filiale de la SNCF, sur des projets qui sont des projets d'urbanisme, d'équipement logistique, etc. Comment concilier à la fois le fait d'écrire des livres sur l'âge des low-tech et en même temps d'être aussi, je dirais, dans le concret, dans la réalité? Est-ce qu'on peut arriver à concilier les deux au service de la transition? Merci Thierry. On est un petit peu dans les injonctions contradictoires et difficiles que décrivait Sébastien. C'est-à-dire qu'effectivement, comment faire le zéro artificialisation, par exemple, tout en conciliant les besoins d'habitat, de commerce, de transport, les fonctions productives et logistiques, et en plus tout ça à un moment où peut-être on va avoir un peu de relocalisation et puis des changements profonds sans doute liés à l'adaptation au changement climatique et à la transition nécessaire sur les modes de production et de consommation. Et donc comment tout ça peut rentrer dans la chaussure. Donc effectivement, là, je pense qu'il y a un petit peu d'avance en Suisse sur cette question de préservation du sol. Parce qu'en France, on a vu tout à l'heure quelques belles images là, sur la frontière, mais voilà, on est à artificialiser de l'ordre de 30 000 à 60 000 hectares par an. Excusez-moi pour la fourchette, mais c'est parce qu'effectivement, il y a des sources qui ne sont pas tout à fait concordantes ni tout à fait exhaustives. En tout cas, là, il n'y a même pas besoin de convoquer les exponentiels. Il suffit, en quelques siècles, dans les départements qui sont les plus dynamiques, on aura une France qui serait entièrement couverte de supermarchés, de ronds-points, de villes et de golf, etc. Donc c'est juste absolument impossible, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc on doit tendre vers le zéro artificialisation, et le plus vite sera le mieux, puisqu'effectivement ça implique des questions de résilience, en particulier alimentaire, mais il y a aussi d'autres sujets de connexion à la nature, de santé publique. Ça a été très bien décrit par Sébastien. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait chez AREP? Notre ambition, c'est de contribuer à inventer un monde post-carbone, on va dire. On est au croisement des questions de mobilité et de bâtiments qui émettent ensemble plus de 50% des gaz à effet de serre, un peu moins en France, mais au niveau mondial, c'est ça. Et de contribuer à la résilience et à la transition sur les territoires à toutes les échelles, à travers les projets qu'on peut mener avec des clients publics ou privés. Donc nous, on est agence d'architecture interdisciplinaire, donc effectivement, on a des urbanistes, on a aussi des gens qui font du dimensionnement en ingénierie, donc je retiendrai l'exemple d'Isabelle, qui est tout à fait intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? D'abord, on essaye de se dire justement de bouger avec notre client et actionnaire préféré, qui est donc Gares & Connexions, de bouger la commande et justement de s'inscrire dans une logique de transition. Et là-dedans, il y a effectivement des questions de sobriété avant tout. C'est-à-dire que
Ce qu'on veut, alors ça peut paraître un peu bizarre pour les architectes, parce qu'on est souvent payé en pourcentage des travaux, in fine, ce qui est d'ailleurs sans doute un effet un peu pervers, parce qu'il faudrait sans doute mettre plus de prestations intellectuelles pour faire moins de travaux, avoir une frugalité économique et une frugalité environnementale en même temps. Ce qu'il faut, c'est construire moins. Effectivement, je pense que on va venir à ça. La vraie sobriété, la première sobriété, c'est pas de faire des bâtiments éco-conçus, c'est de construire moins. C'est d'intensifier les usages, d'optimiser les usages, de partager les usages, de mieux utiliser le patrimoine bâti existant. Alors, ça peut être, ça prend toutes les formes, hein. Je veux dire, ça peut être des écoles qui ne sont pas utilisées le soir, qui ne sont pas utilisées le week-end, qui ne sont pas utilisées pendant les vacances, qu'on pourrait ouvrir pour accueillir, selon certaines modalités, des médiathèques, des associations, des clubs, etc. C'est le marché qui consomme moins de sol finalement que le supermarché, parce que finalement il vient s'installer sur l'espace public, et puis cet espace public ensuite il va être sur d'autres usages, etc. Et donc de privilégier la réhabilitation évidemment systématiquement, le réemploi, même si c'est plus compliqué que le neuf, on le sait, ça énerve tout le monde. Le réemploi, il y a même des questions réglementaires qui sont impliquées là-dessus. Et puis le dimensionnement au plus juste, je pense que c'est vraiment une clé très importante. C'est pas valable seulement sur les questions des équipements, mais c'est valable sur les mètres carrés eux-mêmes, sur le bâtiment lui-même. C'est-à-dire que nous, nos programmistes, on embarque 70% peut-être du bilan carbone au moment de la programmation, quand on design et qu'on définit le nombre de mètres carrés. Enfin, avant le design, pardon, donc juste à exprimer les besoins. Et les programmistes doivent devenir des chasseurs de mètres carrés, réduire les mètres carrés, augmenter les questions de multifonctionnalité, d'adaptabilité aussi. On doit lutter contre l'obsolescence des lieux. Il n'y a pas juste de l'obsolescence des objets, les lieux deviennent obsolètes et demandent à être. On peut rebâtir sur l'existant peut-être, mais enfin, c'est quand même un peu stupide. Et au moment où on va vivre des grandes mutations sociales et sociétales, à nouveau sur les modes de production, de consommation, comment on peut faire en sorte de garder des capacités productives dans les villes, de faire en sorte d'accueillir des nouvelles mobilités, des mobilités en commun, etc. Et tout ça sans être obligé de faire tomber des bâtiments tous les 15 ou 20 ans, parce que ça a été très bien dit tout à l'heure par Emmanuel sur la question du cuivre. Les bâtiments, ça peut être 50 ans, mais voilà, souvent, il y en a qui sont à moins de 50 ans quand même. Hein, donc, encore. Donc, voilà, il faut rebâtir pour durer, peut-être bâtir mieux et moins, mais d'abord bâtir moins. Et puis, quand on bâtit moins, on peut aussi bâtir mieux. C'est-à-dire que la question des biomatériaux, par exemple, bien sûr, moi j'adore faire des bâtiments qui seront de plus en plus biosourcés ou géosourcés, mais si on doit bâtir autant qu'aujourd'hui en biosourcé, j'ai pas fait le calcul de coin de table, mais j'attends le scénario de septembre pour que tout ça soit vérifié par rapport aux forêts françaises, mais je pense que les forêts françaises n'y suffiront pas, et même européennes. C'est pas pour rien que finalement on est passé des ressources renouvelables à des ressources non renouvelables au 19e siècle pour s'extraire de la contrainte surfacique. Aujourd'hui, il faut qu'on se réinscrive dans cette contrainte surfacique. Il n'y a pas d'autre choix que celui-là. Et donc, il faudra forcément, à un moment, construire moins. Voilà. Donc, on essaye de s'inscrire dans tout ça avec les contraintes qui sont les contraintes de toute agence de conception, de prestation intellectuelle, à savoir la question de la commande et comment on peut triturer la commande, aider nos maîtres d'ouvrage, aider nos donneurs d'ordre à évoluer et vraiment prendre effectivement à la fois des risques, expérimenter avec nous, avancer avec nous pour justement inventer les solutions de demain. Merci beaucoup. On voit bien que la sobriété, elle n'est pas uniquement individuelle et comportementale. Elle commence dans les plans d'urbanisme. Elle commence au niveau de la conception et des programmistes, vous l'avez indiqué. Alors, il nous reste à peu près une quinzaine de minutes, un petit peu moins, pour un certain nombre de questions. Alors, quelles sont celles qui ont été reçues? S'il y a un secteur dans lequel on a fait preuve d'aucune sobriété, c'est dans le chat, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions et de questions. Et d'ailleurs, merci à Philippe Biwix d'avoir répondu à une question qui se posait il y a juste quelques minutes. Comment protéger les sols contre l'urbanisation? Quels sont les leviers juridiques urbains? Je crois que la réponse a été assez complète. On a beaucoup réagi aussi à l'intervention d'Emmanuel Rosier sur les économies et la sobriété en matière de cuivre. On rappelle que la téléphonie est un secteur qui est très consommateur de ce matériau. On parle d'ailleurs plutôt de 10 milliards de smartphones achetés plutôt que 10 millions. Donc c'est dire si... C'est bien 10 milliards. Hein. Si le chiffre n'a pas été compris, c'est 10 milliards dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
chaque habitant de la Terre, y compris les plus pauvres, ont eu plus d'un smartphone. Hein. C'est bien 10 milliards. Alors qu'un autre internaute précise qu'il y a aussi l'abandon de l'usage du cuivre dans ce secteur de la téléphonie, comme la fibre optique, qui va remplacer le cuivre dans les câbles chez Orange sur une période de 10 ans. Vous le confirmez, ça? Oui, je ne sais pas en quelle proportion, quelle est la proportion que Ça ne compensera sans doute pas, non, voilà. Effectivement. Mais le cuivre, c'est quand même aussi beaucoup dans les bâtiments, les usages des câbles basse tension. Hein. Dans la haute tension, il est remplacé par l'aluminium. Hein. Par contre, chez vous, toutes les prises de terre, les choses comme ça, c'est encore en cuivre. Et pas simple. Alors un message qui s'adresse à Madame Levanier à Montpellier, où on la félicite, on lui dit bravo Madame Levanier et merci pour les exemples donnés sur Montpellier. Donc voilà, vous avez une supportrice et le message est passé. On vous demande aussi si la campagne de sensibilisation à la sobriété que vous avez évoquée, elle a fait l'objet d'un guide éco-responsable à l'attention des agents de Montpellier Méditerranée Métropole. Isabelle? Pas encore. Mais c'est dans les Pas tuyaux. encore, mais effectivement, c'est dans les tuyaux. On a eu un certain nombre de communications internes autour de cette question-là, et effectivement, on réfléchit sur 2 guides. Un guide qui serait à destination des services pour tout ce qui est manifestation, donc ce serait le guide de l'éco-manifestation, donc plutôt la destinée aux directions internes et aussi à tous les intervenants qui organisent sur l'espace public ou dans les bâtiments de la collectivité tout type de manifestation pour rendre leurs manifestations éco-responsables, et puis également effectivement un guide plutôt destiné aux agents pour leur quotidien. Alors on fait toujours le parallèle, hein, le quotidien pendant le temps professionnel, mais aussi le quotidien pendant le temps privé. Alors, il y a aussi une question très courte, très civilistique. Low-tech égale appauvrissement, point d'interrogation. Je ne sais pas si on peut y répondre comme ça. On peut aussi peut-être extrapoler. Est-ce que la sobriété est synonyme d'une réduction du confort de vie, selon votre avis? On va demander à Philippe Biwix de répondre à si l'âge des low-tech est aussi un âge de l'inconfort. D'abord, il y a tous les économistes, même ceux qui ne sont pas partisans des low-tech ou de la décroissance, reconnaissent que il y a un moment où le PIB par personne, donc la consommation par personne, finit par ne pas rendre les gens plus heureux. C'est-à-dire que quand on sort de la misère, la courbe au départ est très bien corrélée. Plus le PIB par personne augmente et plus il y a finalement un indice de bonheur dans le pays qui est important. C'est tout à fait naturel et compréhensible quand on sort de la misère pour accéder à des fonctions de base, peuvent être le bâtiment, la santé, etc. Mais quand on passe à peu près le PIB du Portugal par personne, eh bien la courbe s'aplatit tout de suite et le Qatari moyen n'est absolument pas plus heureux que le Danois. Allez comprendre pourquoi, parce que il y a d'autres composantes au bonheur que la composante évidemment de la consommation. Donc ce qu'il faut effectivement réussir à faire, c'est une sobriété qui ne se transforme pas en une sobriété mortifère, mais qui soit une sobriété qui puisse s'accompagner finalement d'un enrichissement des relations sociales, d'un enrichissement du vivre ensemble, de la question de la résilience qui passe évidemment beaucoup par la question des liens locaux et à tous les niveaux, des questions d'exemplarité aussi, parce qu'évidemment, si tout le monde se promène avec une toute petite voiture et que les ministères se promènent avec des gros 4x4 qui sont très polluants, ça ne marchera pas. On voit bien qu'il y a aussi une volonté il faut que tout ça soit bien accompagné et que la puissance publique à tous les étages soit exemplaire. Et donc, je pense que c'est ce mouvement-là, en fait, qu'il faut réussir à retrouver. C'est effectivement une logique de sobriété heureuse. Enfin, pour l'instant, en tout cas, la croissance et la course en avant technologique dans laquelle on s'inscrit. Vous connaissez ce syndrome de la reine rouge. Il faut développer la 5G, il faut courir parce que sinon on prend du retard. C'est même pas qu'on reste sur place, c'est qu'on recule. En fait, pour l'instant, serrer les fesses dans la compétition mondiale, ça rend pas tellement les gens plus heureux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, je suis pas certain que la 5G va donner un effet waouh et que tout le monde va être plus heureux. Donc, il faut expérimenter là encore, et là on sort du technologique, on rentre dans la question sociale, sociétale, culturelle, politique aussi. Il y a eu quelques expérimentations timides politiques, Convention citoyenne sur le climat par exemple,
pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. Et voilà, je pense que c'est là qu'il faut aller chercher les clés disons, du facteur de plus grand bonheur possible pour tous, quoi. Merci beaucoup. On a peut-être une dernière question, mais qui pourrait faire presque l'objet d'un débat à elle toute seule, mais on n'aura que quelques minutes pour y répondre. Quelles seraient, au pluriel, vos clés d'entrée pour consolider une stratégie de sobriété énergétique à l'échelle d'un territoire? La notion de sobriété étant encore en retrait par rapport à un développement physique et massif des ENR. Qui peut répondre à ça? Peut-être demander à Sébastien Javogue une réponse assez courte là-dessus sur Les clés d'entrée. les clés d'entrée vis-à-vis de la vision d'un élu territorial. Ouais, alors très rapidement, je trouve que M. Biwix l'a abordé. Je pense que d'abord, tant que le territoire et les habitants d'un territoire, c'est-à-dire les citoyens, le monde économique et les élus, n'ont pas partagé l'objectif qui est réellement d'aller bousculer notre société, je pense que déjà c'est un des premiers leviers, partager l'objectif commun, et ensuite les solutions viennent par ce collectif. Alors, plusieurs solutions, c'est vrai qu'il y a des solutions très technologiques, je ne vais pas revenir dessus, on l'a assez développé aujourd'hui. Moi, je crois réellement, et puis c'est le défi dans lequel on se lance au niveau du Grand Genève, c'est que si on veut aborder correctement cette notion de sobriété, et dans le Grand Genève, parler de sobriété, je peux vous laisser imaginer la difficulté que cela peut engendrer avec rapidement des notions de décroissance ou pas décroissance. C'est par le collectif qu'on pourra trouver des solutions. Et ça, c'est le défi dans lequel on se lance, qui est donc, bon, on en a parlé un peu rapidement. On s'est donné 3 ans dans le Grand Genève pour tous correctement se comprendre sur ce constat. Le fait qu'il faille agir rapidement maintenant aussi, et puis sortir aussi de l'ornière trop technologique, parce que je pense que la transition énergétique, c'est un des piliers, certes, mais il s'agit aussi maintenant de parler de transition écologique et sociétale. Parce que sans cela, on pourra pas avoir ce mouvement de fond qu'il est nécessaire. Donc nous, on s'est donné 3 ans pour partager ce constat, se comprendre sur les actions, et ensuite pouvoir dérouler un projet de territoire sur ce bassin de vie assez compliqué que l'on a, pour certes arriver à l'objectif 2050 décarboné, mais surtout avoir une société qui ait pris conscience et qui est totalement changé de comportement aussi. Merci. Alors, on arrive au terme de cette table ronde qui a simplement ébauché en quelque sorte la question tout à fait fondamentale de la sobriété. On a bien vu que c'était un des piliers de la transition énergétique. Et donc, je voudrais remercier l'ensemble des participants, mais peut-être poser une dernière question à Philippe Biwix. Philippe, vous avez écrit un dernier livre qui s'appelle Le bonheur était pour demain. Alors le titre m'interpelle un petit peu parce que bon, on est déjà dans une situation un petit peu maussade en ce moment et un peu difficile. Vraiment, le bonheur est pour demain? Une réponse rapide. Merci Philippe. Oui, alors c'est le bonheur était pour demain avec l'emploi de l'imparfait. Sinon, évidemment, ça serait un livre de développement personnel et il n'aurait pas été vendu dans les mêmes rayons. Oui. Et en fait, c'est un clin d'œil aux promesses technologiques qui sont finalement où chaque génération remet un petit peu le couvert. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, Uber ou d'autres nous font rêver la ville sans embouteillage avec des drones autonomes volants. Et puis, bah, si vous remontez dans les âges, dans les années 50, vous aviez déjà la voiture volante nucléaire. Et puis, au 19e siècle, Albert Robida qui faisait la sortie du théâtre parisien avec des calèches volantes. Et puis, on peut remonter comme ça jusqu'à Francis Bacon qui, dans la Nouvelle Atlantide, est le premier à avoir théorisé le bonheur du genre humain par le progrès technologique. Voilà. Et donc, c'est un clin d'œil au fait que
finalement, le progrès technologique, il a été fulgurant, il a été formidable, il a permis de lutter contre la pénurie. On a repoussé la quantité de réserves de cuivre et autres, comme l'expliquait Emmanuel tout à l'heure. Mais finalement, il a aussi amené sa face sombre, sa face dystopique peut-être des conséquences de ce progrès et de cette abondance. Et puis qu'aujourd'hui, voilà, on essaye de remettre un peu le couvert sur cette question de dire voilà, à nouveau le progrès technologique, on s'est toujours débrouillé, ça va continuer comme ça. Non, on voit qu'on finit par heurter des questions sans doute physiques, d'entropie et autres. Et donc c'est un appel à mettre un deuxième fer au feu, encore une fois, comme on l'a fait d'ailleurs sur Covid-19, d'une certaine manière. On a appris les exponentielles avec Covid-19, quand le nombre de malades est multiplié par 2 tous les 5 jours, ça fait pas trop mal le premier mois, ça commence à faire très mal le deuxième, et le troisième, on est tous confinés. Et bien, de la même manière, en fait, on a eu des réponses ultra technologiques, et tant mieux, je ne sais pas, les hospitalisations, les vaccins, etc. Mais finalement, les robots désinfecteurs de rue et les drones qui prenaient la température, comme on pouvait voir en Chine au début, dans les toutes premières semaines de 2020, voilà, c'est pas tellement ça qui a été la réponse essentielle de l'humanité. La réponse essentielle de l'humanité, elle a été comportementale. Il a fallu se moucher dans son coude d'abord, et puis après peut-être fabriquer quelques masques et rester chez soi, et puis réglementaire, et avec une violence et une rapidité qu'on n'aurait pas soupçonné peut-être avec la puissance publique qui sait reprendre la main quand elle veut. Alors évidemment, je ne préconise pas une telle violence dans la transition environnementale, mais en tout cas la question de la résilience, je trouve que cette résilience, elle s'est montée parce que finalement, pour l'instant, ça a tenu, on va dire ça comme ça. Alors, il y a peut-être des questions de crise économique, évidemment, qui sont tout à fait prégnantes, mais la résilience, elle est venue un peu de cette dualité entre du high-tech et du low-tech, et je trouve qu'on devrait en prendre des leçons, sans doute, sur notre manière d'aborder tous les défis qui sont devant nous. Merci Philippe, et puis on espère que le prochain livre, ça sera La sobriété est pour demain, au vu de notre table ronde. Merci à tous, merci aux différents intervenants, merci présents ou à distance. Thierry, merci à tous les intervenants également. Merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir interagi avec nous. Je vous donne rendez-vous dans 15 minutes pour la dernière plénière, dernière table ronde de ces assises. À 15h45, nous évoquerons les transports et leur consommation d'énergie, donc soyez là au rendez-vous.